Depuis le début des années 80, les vignobles israéliens connaissent une réelle mutation. Aujourd'hui, Israël a commencé à se faire une place sur la carte du vin mondial. Vous savez, le nombre de bouteilles produites et vendues par l'État hébreu a presque doublé ces 10 dernières années. Isabelle Dajou s'est rendue pour nous à un salon du vin qui s'est tenu ici même à Tel Aviv. Pour les Israéliens, ce salon, c'est le Festival de Cannes des vins, figurez-vous. Ils étaient 25 exposants. Pendant 2 jours, ils sont venus de tout Israël et même de France pour découvrir les crus israéliens. Regardez. Et qui a dit qu'Israël n'était pas un pays du vin ? Depuis quelques années, les sommeliers du monde entier le disent. Ce jeune pays compte déjà des centaines de vignobles d'une renommée internationale. Si bien qu'un festival du vin s'est déroulé ce mois-ci à Tel Aviv. Derrière l'initiative, un sommelier, Chaim Gan. Il vit, respire, aime, partage le vin. Nous avons un terroir en Israël de qualité. Nous avons des pieds de vigne particuliers et nous avons le savoir. Nous sommes israéliens, nous avançons et apprenons vite. La France a mis 400 ans à fabriquer du vin de renommée. Nous allons mettre 30 ans car nous sommes culottés. Nos vins s'améliorant, ils font partie d'un nouveau monde. Ils nous ressemblent, ils sont fruités, corsés et remplis d'expression. Très remarqué cette année, les vins boutiques comme cette nouvelle marque Maya. Le vignoble Maya a été créé en 2012 au village Kfar Tikva dans la région d'Emek, Israël. Notre vignoble est spécialisé dans la fabrication de vins méditerranéens. Nous tenions à fabriquer un vin qui nous ressemble avec beaucoup de personnalité des pieds de vigne israéliens. Nos vins sont adaptés à la nourriture méditerranéenne qui inclut des légumes et des poissons et beaucoup d'huile d'olive. Vous ne le saviez pas peut-être, mais nos ancêtres faisaient fermenter le vin dans des pots de terre cuite. Lee n'a pas hésité il y a 4 ans de mettre toutes ses économies dans sa passion. La technique utilisée est ancienne, mais semble séduire les visiteurs du salon. Nous avons ramené des pots en terre de Géorgie afin de fabriquer nos vins. Il y a 2000 ans, nos ancêtres ne se servaient pas de fûts en chêne et nous avons voulu reproduire la même chose. Les procédures de macération et fermentation sont différentes. Nous avons un petit vignoble et nous avons déjà été primés à des concours de vin. Nous fabriquons d'une manière artisanale et familiale. La beauté du vin, c'est sa diversification. Chacun peut y trouver son bonheur. Et si vous n'êtes pas convaincu, peut-être que l'avis des connaisseurs français de passage vous fera changer d'avis. On est venu pour le festival, on a entendu parler de ça et puis on a envie de goûter le vin israélien et puis on vient profiter. Moi je suis très étonnée, je ne pensais pas qu'il y avait d'aussi bons vins en Israël et franchement c'est de la haute voltige. On m'a dit qu'il y avait quelques vins qui étaient sélectionnés aux États-Unis et qui avaient gagné quelques concours et vraiment je suis ravie. Le vin c'est convivial et puis toutes les occasions sont bonnes. Alors pour tous les sceptiques, n'hésitez plus, Israël a su conquérir les palais des plus grands connaisseurs. Alors laissez-vous tenter et vous verrez dans ce domaine-là aussi, Israël a son mot à dire. Et pour parler de vin, en plateau avec moi, Clarisse Bokobza, bonjour, bienvenue. Vous êtes importateur de vin ici en Israël. À vos côtés, Marco Sarabia. Bonjour Marco. Alors vous êtes ancien chef de culture pour le kibbutz Souba. Et à côté de vous, Isabelle Dajou. Bonjour Isabelle, c'est vous qui nous avez proposé ce grand dossier. Alors, dans l'Antiquité, déjà, le vin fut produit dans la région et exporté vers l'Égypte. Ensuite, sous l'Empire romain, il est décrit comme raffiné et très doux. Alors, on parle du vin maintenant, mais c'est une vieille histoire, le vin Israël. Tout à fait. Il y a 2000 ans, Israël était sous l'Empire romain. La culture gréco-romaine se conjugue avec le vieil héritage hébraïque dans la production du vin. D'ailleurs, la rumeur dit que les Romains quittent la Terre Sainte en portant avec eux des pieds de vigne afin de les replanter en France et en Italie. Aujourd'hui, Israël a 300 producteurs de vin qui exploitent 5000 hectares de vignes, 35 millions de bouteilles annuelles, dont une grosse partie est exportée. En tous les cas, la production moderne de vin, eh bien, ça voit le jour en 1870, Clarisse, avec le baron Edmond Rothschild, propriétaire du domaine, le célèbre domaine Bordeaux Château Lafite Rothschild. Il a commencé à importer ici des vignes françaises, ainsi que les techniques et le savoir-faire viticole en Israël. Tout à fait, c'est à la fin du 19e siècle. Il a donc créé une cave à Zichron Yaakov en important des pieds de vigne français et ensuite il a redistribué la terre aux habitants du village afin qu'eux cultivent et continuent à perpétrer la tradition française. Alors, une des raisons possibles de ce changement, de cette ouverture sur le vin, c'est que les Israéliens, Marco, voyagent à l'étranger. Ils se sont peut-être rendus compte que le vin avait une autre symbolique que simplement le côté cérémoniel d'antan.
Et il est vrai qu'en Israël, en tout cas, le vin était surtout bu pendant les fêtes, mais je pense que si le vin israélien commence à être découvert, c'est que c'est un bon vin et que le terroir, enfin les terroirs d'Israël sont particulièrement de qualité. Et on peut parler d'à peu près 5 terroirs en Israël. Il y a le Golan dans le nord, il y a la Galilée aussi dans le nord. Et c'est une terre basaltique d'origine volcanique. Et si on descend un peu, les premiers vignobles de Rothschild sont sur la côte, sur le littoral. Et c'est quand même, c'est un vin, et c'est un terroir qui ne convient pas trop aux grands vins, peut-être au Carignan et aux vins de table, mais pas pour les grands vins. En fait, c'est seulement dans les 30 dernières années qu'on a découvert que le vin en Israël est de meilleure qualité quand il est en altitude, quand il est élevé en altitude. Clarisse Marco, vous dites que justement le terroir est favorable au vin. Vous parlez de quoi? Du climat israélien? Oui, alors le terroir, justement, c'est plusieurs facteurs. Il y a le climat, il y a la composition de la terre, mais il y a aussi les gens qui le cultivent. C'est-à-dire, c'est une partie du terroir. Et les gens ont découvert... Parce qu'en France, on cultive très mal le vin. Non, mais les gens ont découvert le vin. C'est-à-dire, moi, je veux dire, au kibbutz Souba, où j'étais chef de culture, quand Eli Ben-Zaken est venu nous proposer de planter du raisin, on était des arboriculteurs jusqu'à présent, et puis il nous a dit, bon, ben, venez, faites-moi du raisin. Et on a donc commencé le raisin en 1996 pour lui, pour le Castel, donc, et on s'est aperçu... Très bon vin d'ailleurs. Hein. On s'est aperçu que c'était un excellent raisin, ça poussait très bien. Et pourquoi ça pousse très bien? Parce que j'avais donné des photos. Est-ce qu'on pourra les voir après? On va les voir évidemment. Alors voilà. Alors il y a une des photos où on voit la neige. Et en fait, en hauteur, il y a de la neige. C'est bon. Un hiver froid, c'est excellent. Oui. Pourquoi? Parce que quand il se réveille après au printemps, il se réveille de manière uniforme. C'est-à-dire que si l'hiver est trop chaud et la vigne se réveille doucement et de manière pas uniforme. Donc il y a une grappe qui est mûre, une grappe qui n'est pas mûre. Tandis que chez nous, boum, tout d'un coup, il fait chaud. Vous êtes d'accord, Clarisse? Voilà. Tout à fait. Au niveau climatique, voilà. C'est ça le problème? Voilà. C'est pas forcément le problème, mais le climat en France est différent du climat en Israël. Donc les mêmes pieds de vigne ne vont pas donner nécessairement les mêmes vins. Mais effectivement, le froid fait qu'on a des très bons raisins à la fin. Il y a un autre facteur en fait, c'est qu'on est sûr que depuis Shavuot jusqu'à Sukkot, c'est-à-dire depuis mai jusqu'en octobre, on est sûr qu'on n'aura pas de pluie, on n'aura pas de grêle, on sait qu'il fera chaud. Tandis qu'en France, il peut y avoir de la grêle, il peut pleuvoir en été. Donc c'est pour ça qu'en France, ils ont inventé le concept de bon millésime, mauvais millésime. Ici en Israël, il n'y a que des bons millésimes. C'est-à-dire toutes les années sont bonnes. Oui, vous allez vous faire des ennemis en France. Alors on l'a dit, la production de vin est en plein développement depuis 20 ans, notamment sur les monts verdoyants de Judée. Vous allez faire la connaissance d'Eran Pik. Il fait partie de ces petits producteurs, mais de plus en plus nombreux, qui s'emploient à faire figurer les crus israéliens, figurez-vous, sur les meilleures cartes des vins. Regardez. Sur les pentes des monts de Judée se cultive une nouvelle passion israélienne. Eran Pik vérifie la qualité de ses vignes sur l'un des 300 vignobles du pays. La production de vin en Israël est en plein développement depuis 20 ans, même si on en produisait déjà du temps de la Bible. C'est une terre de vin, avec une histoire de 3 à 4 000 ans, mais une histoire qui n'a pas été continue. C'est pour ça, alors que du vin était produit ici pendant des milliers d'années, et probablement du bon vin, nous ne savons plus comment ils le produisaient. Chaque année, Israël produit 40 millions de bouteilles de vin, dont 10 à 15% est exporté principalement vers les États-Unis et la France. Le pays cherche à se faire une place sur l'échiquier international des vins et ne pas seulement viser les communautés juives. Le problème principal, c'est que quand un vin israélien est exporté, il finit généralement sur l'étagère des produits cachers dans les magasins. Un client qui n'a pas vraiment besoin d'un vin kasher peut le rater. Les Israéliens boivent en moyenne 5 litres de vin par an. Une consommation qui reste très inférieure à celle des Français ou Italiens. Mais d'après un sondage, le nombre de personnes buvant du vin régulièrement a augmenté de 50% en 5 ans. Pour l'œnologue Mark Dworking, les vins israéliens ont toutes les qualités pour devenir de grands vins. Des vignobles de mieux en mieux tenus, une consommation interne qui augmente, une demande internationale qui ne devrait pas faiblir
et une qualité en général qui augmente d'année en année. Donc je pense qu'Israël, enfin au moins les vins israéliens, ont un très bel avenir devant eux. Et même s'il manque une vraie culture populaire du vin, les producteurs ont de grandes ambitions. Produire un vin haut de gamme est typiquement israélien. Marco, vous le connaissez, Ranpik ? Oui, effectivement, il est venu souvent à Tsuba et puis il a écrit un excellent ouvrage sur justement les vins des monts de Judée. Alors les monts de Judée, c'est un terroir particulier à peu près à l'ouest de Jérusalem. Et les monts de Judée se caractérisent justement, comme je vous disais, un hiver froid, mais aussi une terre calcaire crayeuse en fait. Et une terre peu profonde, et une terre rouge, terra rossa très très fertile, mais peu profonde, ça convient très bien à la vigne. À ce genre de vin. Voilà. Alors justement Isabelle, on a parlé du vin Castel, on a parlé du vin Metsuba, on a parlé du vin Bokobza, qui sont des très bons vins. Aujourd'hui, vous avez eu un coup de cœur pour le vin Tulipe. Exactement. Alors, ce vin est considéré aujourd'hui dans le monde comme un vin d'un nouveau monde, avec son goût corsé, boisé, fruité, aux arômes de litchi, pamplemousse et goyave. Une autre particularité, il est situé au Kfar Tikva, le village de l'espoir, et pour la bonne raison que le propriétaire, a décidé d'employer des personnes qui présentent des déficits mentaux. Donc une très belle intégration sociale pour une très belle production. Alors on a parlé du vin en Israël, mais vous Clarisse, vous importez du vin français ici en Israël. Est-ce que les Israéliens deviennent de plus en plus connaisseurs ? Les Israéliens deviennent de plus en plus connaisseurs. Ils sont très curieux des vins qui proviennent d'autres pays qu'Israël. Et surtout, il y a un manque de vin en Israël. Il n'y a pas assez de vin blanc, pas assez de vin rosé. Donc la France peut être une bonne solution, une bonne alternative pour trouver des vins qui soient blancs ou rosés, un petit peu frais, comme peuvent les apprécier les Israéliens. Oui, parce qu'il faut dire quand même que la qualité du vin israélien est surprenante, hein, Marco ? C'est exact, de plus en plus surprenante, parce que en fait, on a une maturation très rapide en fait. Vers le mois de septembre, il peut faire très chaud, et même parfois on fait les vendanges en août, c'est-à-dire au summum de la chaleur, et donc l'art du maître de chai, c'est d'arrêter cette maturation à temps, parce que sinon le taux de sucre peut monter, donc le taux d'alcool est un petit peu plus haut chez nous. Absolument. Parce que il y a encore un peu de travail quand même. Non, mais c'est parce que c'est un raisin très mûr. Par exemple, le petit verre d'eau en Israël, chez nous, il atteint la maturation. Pourquoi il s'appelle verre d'eau ? Parce qu'en France, il reste vert. On le cueille vert, tandis qu'ici, on le cueille noir. Alors, regardez, on a parlé de la France qui a 400 ans d'histoire et de culture du vin. On vient de le voir, mais en Afrique du Sud, on mise sur des méthodes avant-gardistes pour améliorer la qualité du vin. Je propose de vous rendre dans un domaine où on écoute, figurez-vous, Vivaldi. Alors, on dit que la musique adoucit les mœurs. Ici, elle améliore le vin. Écoutez, ou plutôt, regardez. Concerto pour vigne et violon dans le domaine sud-africain de Morganzone. Jour et nuit, à longueur d'année, le vignoble est bercé par des morceaux de musique baroque. La méthode a déjà été testée dans certaines fermes pour augmenter la productivité des vaches laitières, par exemple. Mais rien ne prouve que le raisin apprécie Mozart. Beaucoup de gens sont sceptiques, ils ne comprennent pas ce qu'on fait et pourquoi on le fait, surtout les voisins. Mais j'ai envie de dire que dans la vie, on ne suit pas tout le temps des méthodes scientifiquement prouvées. On fait certaines choses parce qu'on y croit. Aujourd'hui, ça fait partie de notre vie quotidienne. Les propriétaires du domaine, des passionnés de musique classique, ont lancé l'expérience il y a 5 ans. 10 haut-parleurs, placés à intervalles réguliers, diffusent des œuvres de Bach et autres compositeurs classiques sur 4 des 55 hectares de vignes. Après les vendanges, le jus fermente dans des tonneaux en chêne, toujours en écoutant des sonates. Nous n'utilisons que du baroque ou du classique parce que ces musiques ont des rythmes mathématiques. Ces ondes sonores ont un effet positif prouvé sur la nature. D'après Karl van der Merwe, les ondes musicales régulent la croissance des vignes. Et le vin produit dans la zone test aurait des tanins plus doux et contiendrait moins d'alcool. Le domaine vend ses chardonnays et syrah en Afrique du Sud et exporte aussi aux États-Unis et en Europe. Leurs bouteilles coûtent entre 10 et 18 € minimum. À la dégustation, les amateurs ne trouveront pas que des arômes de vanille ou de framboise, mais aussi des saveurs baroques et des notes de Vivaldi.
Clarisse, ça existe ce genre de méthode en France? Oui, tout à fait. Et après, on peut y croire ou pas, mais le projet est intéressant. Alors Marco, si on met de la musique mizrahite ou bien du folklore israélien, on va recevoir un vin bien corsé comme ça, à l'israélienne? Je dirais plutôt que ça sera bon pour les viticulteurs plus que pour les raisins, mais disons que la musique ne peut pas faire de mal à l'œil. Je pense que par contre, elle influence les oiseaux et les insectes qui sont des ravageurs. Et ça peut les adoucir parce que les ravageurs, c'est... Merci beaucoup. Notre grand dossier s'achève. Vous savez, 14 vins israéliens ont été classés à l'échelle mondiale comme des vins de caractère exceptionnel à découvrir pour vous, les amateurs de mon vin. On passe tout de suite à notre séquence psychologie.